Bonjour à tous, il est 18 h. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'Accès Direct, le magazine de la rédaction sur 8 Mont-Blanc. On est ensemble pour une demi-heure d'actu et d'initiatives sur notre territoire et pas mal de choses au programme. Ce soir, les dirigeants d'entreprise aussi retournent parfois sur les bancs de l'école. En 25 ans, celle de la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Savoie a accueilli 300 élèves. L'une d'entre elles me rejoint dans un instant avec le président de l'école des managers. Nous resterons ensuite dans le milieu de l'entreprise avec une plongée dans les archives des grands industriels de notre région. La Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain regorge de pépites. Ce soir, intéressons-nous au fond de SNR. Il s'appelle Claire, Benjamin, Mabel et Nell. La Backpack Family se prépare au grand départ. Toute la famille va faire le tour du monde pour apprendre et partager le vivre ensemble. Ils viendront témoigner de leur projet à la fin de cette émission. Et puis nous irons faire aussi un tour du côté de Lavaux pour le festival Lavaux Classique. Et Manu me rejoindra pour sa série de la semaine consacrée à l'apiculture. On va pas s'ennuyer, Olivia. Non, programme bien chargé ce soir. Programme bien chargé. Et on commence avec le programme du JT et les titres et 1 an et demi de bilan, un premier bilan on peut dire pour la commune nouvelle d'Annecy. Exactement, comme tu l'as dit, 6 communes ont fusionné il y a 1 an et demi pour créer la commune nouvelle d'Annecy. Hier soir, c'était la 4e réunion publique entre les habitants, les élus. Donc l'objectif pour nous de faire un petit bilan et c'est Kimberly Tréviot qui nous le fera. Et puis une nouvelle saison nomade à l'espace Malraux. Tout à fait, cette fois-ci c'est Mariette Guinet qui était hier soir à l'espace Malraux. La programmation de la saison culturelle a été dévoilée, les noms sont enfin sortis pour le plus grand bonheur des fidèles. Il y aura quand même 80 représentations, ce qui n'est pas rien. Donc pareil, plus de détails dans une trentaine de minutes. Merci beaucoup Olivia. Pas de revue de presse aujourd'hui du coup. Mais on se retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. On passe à nos invités du jour. Bonsoir, merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Richard Sadou, Claire Ginisti. Alors Richard, vous êtes le président de l'école des managers et Claire, l'une de ses anciennes élèves. Vous aussi d'ailleurs, je crois. C'est ça. Alors en Haute-Savoie, l'école est née il y a 25 ans. 300 dirigeants, dont vous, ont été formés depuis. Formés à quoi précisément? Formés à être un chef d'entreprise. Ça s'apprend. Ça s'improvise pas, ça s'apprend. De plus en plus, parce que c'est un vrai métier, chef d'entreprise. Donc il faut avoir les bons outils pour être sûr de mener sa barque correctement. La technologie est de plus en plus pointue, les tableaux de bord pour la partie gestion, c'est de plus en plus important, donc il faut vraiment avoir les bons outils pour y arriver. On ne peut pas s'improviser du jour au lendemain chef d'entreprise parce qu'on est le fils d'eux ou la fille d'eux. Ça s'envisage comme un perfectionnement aussi. Oui, est-ce que vous avez repris avec votre associé l'entreprise Ginisti? Qu'est-ce que justement l'école vous a apporté? Pourquoi vous avez voulu rejoindre cette école? Alors, on n'a pas réellement souhaité la rejoindre. C'est ce qui fait aussi la beauté de l'école des managers, c'est qu'on vient aussi nous chercher des fois en étant des fils et des filles d'eux. Donc c'est ce qui s'est passé avec mon cousin, où on a participé donc avec une bonne équipe de 13 personnes à cette année d'école des managers. Ce qui nous a poussé à le faire une fois qu'on est venu nous chercher, c'est une ouverture d'esprit. Et c'est ce qu'on a trouvé, c'est de se dire, on savait ce qu'il était dans notre entreprise, ce qui se passait au quotidien, et de se dire, on va aller chercher peut-être un petit peu plus loin. On a la tête dans le guidon des fois, on voit toujours les mêmes choses, on voit les mêmes gens, on a la même perception. Et puis finalement, on tombe sur des formateurs qui viennent et puis qui sont là pour nous pousser dans nos retranchements, pour nous aider à y voir plus clair et puis qui nous aident à grandir et à se perfectionner, comme on disait tout à l'heure. Ça aide vraiment, vous par exemple, vous êtes meilleur chef d'entreprise après qu'avant? J'espère, il faudrait demander aux personnes qui m'entourent. J'espère, en tout cas je suis convaincue par l'école des managers, par l'année qu'on a vécue, autant personnellement que professionnellement, on en est tous ressortis grandis. Donc très concrètement, vous retournez vraiment sur les bancs de l'école. Les élèves, qu'est-ce que vous en faites pendant une année scolaire? On les martyrise. J'en doute pas. Ça a l'air. En fait, on est dans une vraie formation action. C'est pas que de la théorie. Et nos intervenants sont des vrais professionnels de chaque métier. Donc ils connaissent vraiment leur métier parfaitement parce qu'ils le font tous les jours aussi. La formation se fait en 3 phases. Il y a une première phase où les gens viennent d'un petit peu différents horizons, il y a différents niveaux d'études, il y a différents types de sociétés. Donc on met tout le monde au même endroit, dans une même pièce, et là on va leur apprendre dans la première phase, on va redonner les bases en fait de la gestion, des finances, du commerce, du marketing, tout ce qui fait qu'on a besoin aujourd'hui pour piloter une entreprise.
Donc ça, cette première phase-là, c'est vraiment remettre tout le monde au même niveau et que tout le monde ait le même langage. Une fois que ça c'est fait, la deuxième phase, c'est un autodiagnostic. Avec, là, généralement, c'est un moment un petit peu difficile au départ, mais après ça se passe bien. Oui. Donc Un peu l'autodiagnostic, de recul sur oui. soi-même. L'intérêt de cette formation, puisqu'elle est action, une fois qu'on a pris, qu'on s'est tous mis à niveau, c'est qu'on va pouvoir faire l'analyse de sa société. On travaille dedans, on travaille avec nos parents ou avec des chefs d'entreprise qui ne sont pas forcément de la famille. On est dedans et on ne voit pas forcément tout ce qui se passe. Donc là, on va prendre du recul, on va prendre de la hauteur et on va analyser, avec les outils qu'on aura pris pendant la première phase, analyser toutes les structures, toutes les parties d'entreprise. Une fois qu'on a fait cet autodiagnostic qui va être soutenu devant un jury, ça va nous permettre de pouvoir mener des actions en fonction de soit ce qu'on a envie d'améliorer parce qu'on a constaté qu'il y avait des choses qui pêchaient, soit sur des nouvelles actions qu'on veut mettre en place, de nouveaux produits qu'on veut commercialiser. Donc là, on va vraiment travailler sur la troisième phase sur les actions à mener en fonction de son autodiagnostic. À la fin de la formation, donc on a une vraie soutenance et on va avoir ou pas un diplôme reconnu de chef d'entreprise, reconnu par l'Éducation nationale. Et derrière, on va pouvoir mener vraiment les actions qu'on nous aura conseillées avec les consultants dont c'est vraiment le métier. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les intervenants, ils viennent sur le terrain avec nous. Ils entrent dans notre société. Il n'y a pas de confidence. Ils vous préparent à être chef d'entreprise de votre entreprise à C'est vous. ça. Et le fait d'être très autour d'une table, on parle chacun de sa société. Les problématiques, elles peuvent se croiser. Les solutions peuvent être les mêmes d'une société à une autre, comme elles peuvent être complètement différentes. Et c'est vrai que le fait que les intervenants viennent dans notre entreprise, discutent avec nos pairs aussi pour nous, avec nos collaborateurs, ça les aide à percevoir un petit peu mieux l'entreprise. Au-delà de ce que nous, on leur dit, ils voient aussi sur le terrain comment ça se passe et ils nous aident à trouver les solutions à mettre en place s'il y a des problématiques. Ces écoles de managers, parce qu'il en existe partout en France, elles sont vraiment importantes pour le tissu économique local. Il y a besoin de ça, de bons chefs d'entreprise pour le tissu économique. Oui, l'idéal, ce serait d'avoir une obligation de faire l'école des managers. Là, je parle parce qu'il faut être volontaire. Pour mon école. mais alors, important pour le tissu économique parce que tous ceux qui ont fait l'école des managers ou qui font des formations, en tous les cas professionnelles, je vais y arriver, derrière, ils vont durer plus longtemps et ils auront les meilleurs outils pour être sûrs de réussir, d'avoir plus de chances de réussite. Ceux qui ne sont pas accompagnés dans une entreprise, dans une reprise ou dans une création, on constate que cela dure moins longtemps parce qu'ils ont moins d'outils. Alors moins longtemps. Les stats sont, je ne connais pas les stats par cœur, mais dans les 5 ans, il y a plus de pertes de sociétés qui déposent le bilan sur des sociétés qui ne sont pas suivies et qui n'ont pas de formation. Est-ce qu'il y a des conditions pour rentrer dans cette école? Aucune. C'est ouvert à tout le monde à partir du moment où on est en place dans l'entreprise et qu'on veut soit reprendre l'entreprise, soit que le chef d'entreprise veut faire évoluer aussi son collaborateur sur des fonctions un peu plus décisionnelles. Donc vous le conseillez? J'y retourne demain, c'était trop court même. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau pour nous parler de cette école. Merci. Le sujet suivant d'ailleurs va sûrement vous intéresser puisqu'on va continuer à parler d'entreprise avec les fonds de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain puisqu'elle possède de nombreux fonds et notamment des fonds industriels. Bonsoir. Bonsoir. Alors Marion Grange, la directrice de la Cinémathèque qu'on ne présente plus puisque vous venez régulièrement sur ce canapé. Vous êtes venu accompagner cette fois-ci de Max Pichard, qui est responsable de production chez MTN SNR, parce que la Cinémathèque possède des fonds d'entreprise. Oui, donc, ça fait partie des missions aussi. Oui, c'est un peu la nouveauté par rapport aux autres présentations précédentes et j'en suis bien heureuse. La Cinémathèque, donc, elle collecte, sauvegarde le patrimoine qui est lié au territoire, donc beaucoup de films amateurs faits par des particuliers. Et aujourd'hui, on voulait pointer les films institutionnels qui sont faits dans le cadre de l'entreprise. Et donc NTN, anciennement SNR, anciennement SRO, nous a confié des archives à numériser à l'occasion de son 100e anniversaire, puisqu'elle a fait pas mal d'événements autour de cette commémoration. Et il se trouve qu'elle a trouvé aussi pas mal d'archives qu'elle n'avait pas du tout traitées et qu'elle voulait éventuellement mettre de côté. Donc on s'est mis ensemble, on a travaillé ensemble assez rapidement. Et en 2-3 mois, on a pu numériser une grande partie du fonds pour valoriser donc ces films dans le cadre des événements qui étaient à la fois publics, pour les clients, pour les salariés de l'entreprise.
Alors là, on est sur les années 50. Années 50, c'est intéressant parce que vu que nous fêtons nos 100 ans, Oui. Donc c'est intéressant d'avoir cette base qui est toujours d'actualité sur la fabrication, déroulement, la gamme étant toujours la même, avec énormément de progrès techniques, mais le fondement Mais le produit de base est le même. Tout à fait, oui. Donc on est sur des roulements à billes. Et on voit dans les années 50, les problématiques de formation et d'apprentissage étaient les mêmes, puisque nous avons vu la photo où il y avait la formation intégrée dans l'entreprise à cette époque-là, qui s'est arrêtée en fin des années 80. Il a vraiment fallu les sauver, ces films? Parce que j'ai entendu opération de sauvetage. De sauvetage, oui, parce qu'en fait, on a eu un appel au secours au téléphone donc d'une des salariées du groupe qui a dit, écoutez, il faut faire quelque chose parce que là, on est en train de déménager des locaux et je pense qu'il y a des choses intéressantes qui risquent d'être perdues, qui risquent d'aller même à la benne. Donc, on voudrait voir avec vous s'il y a possibilité de sauvegarder ces films. Et il faut faire vite parce que si on ne fait pas vite, eh ben, ça va disparaître. Et puis, l'histoire de SNR, SNR a vraiment une histoire à Annecy. Ça a été très longtemps. Est-ce que c'est encore le cas? Je ne sais plus. Le premier employé privé de la ville. Au niveau nombre de personnes, je pense toujours. Et effectivement, l'histoire est importante. Notre siège social est toujours basé sur Annecy et toujours sur le site historique derrière la gare d'Annecy. Ça a changé, je suppose, l'intérieur de l'usine? Ça a changé, oui. Il y a eu des usines qui ont été construites autour du bassin annécien ou à l'extérieur. Mais les activités ont été très modernisées. C'est sûr que l'activité qui était très manuelle est aujourd'hui beaucoup plus automatisée, beaucoup moins manuelle. Mais le fondement des gammes de production reste les mêmes. Qu'est-ce qu'elles disent, ces images Là, on est toujours dans les années 50 ? Qu'est-ce qu'elles disent, ces images de cette époque-là ? Alors, on est en plein emploi, hein. C'est vrai qu'on est après-guerre. Il faut savoir que SNR est nationalisé en 1946. Donc, on est dans l'élan de cette période-là où on construit, où on a besoin de produire beaucoup. Donc là, on est passé déjà une décennie ou deux après, hein. On est dans les années 70. Mais ça raconte vraiment cette activité, les 30 Glorieuses. Donc, c'est des éléments, des supports, des documents d'histoire qui sont très intéressants. Et puis, par rapport on va dire à Annecy et à sa population, comme on l'a dit, hein, ça concerne vraiment tout le monde. Même si votre père, grand-père n'y a pas travaillé, vous avez dans votre entourage quelqu'un qui a travaillé à SNR. Donc on va dire, ça fait partie du patrimoine. On était une filiale Renault, hein, ça s'appelait SNR Roulement, hein, pas national, hein, mais une filiale Renault à l'époque, qui depuis maintenant une grosse dizaine d'années, on était repris par NTN. Entreprise japonaise. Et aujourd'hui, on s'appelle NTN SNR. Et là, on est, je suppose, sur donc ici, vous êtes sur le site annécien. Voilà, le site annécien. Et ensuite, derrière, vous aurez les images des différentes constructions de Mété. Ici, c'est Mété. Derrière, vous aurez sans doute Alès et Seno dans les différentes constructions des usines au fur et à mesure des années passant. L'entreprise, elle s'est équipée d'un studio vidéo interne. Ça voulait dire que ces images, elles étaient importantes pour l'entreprise déjà à ce moment-là. Oui, il fallait témoigner, disons, de la grandeur de l'entreprise. On a toujours tenu à garder ces bases d'images que l'on avait. Après, elles ont été confiées à Madame pour justement pérenniser et conserver l'histoire de notre entreprise. Beaucoup d'entreprises ont fait ce travail-là d'archivage? Alors beaucoup, bien sûr, parce que les années 50, c'est aussi l'âge d'or du documentaire où les entreprises ont conscience que le film était vraiment un vecteur de communication et de promotion très fort. Donc beaucoup de films sont tournés, malheureusement. Il n'y a pas forcément cette conscience de l'entreprise à préserver, à sauvegarder. Et il faut souvent qu'il y ait une occasion qui se présente. Comme là, le centenaire. Exactement. Et les entreprises sont souvent tournées vers l'avenir et moins vers le passé. Donc, c'est l'occasion ce soir de sensibiliser les chefs d'entreprise. Il y en avait avant nous à dire faites attention à ce patrimoine-là, c'est votre histoire et c'est l'histoire de tous.
Et la Cinémathèque peut prendre le relais s'il y a besoin d'un coup de main. Oui, bien sûr, parce que c'est un travail conséquent. Là, c'est vrai qu'on parle de vidéo, par exemple, et de différents formats. Évidemment que les entreprises n'ont plus ce matériel. Au fur et à mesure des époques et des déménagements, des nouveaux locaux, elles se débarrassent de tous ces lecteurs, de tous ces appareils. D'où l'importance de venir nous voir. Et c'est même la seule solution pour pouvoir sauvegarder ces films. Un dernier mot sur ce qu'on voit là, parce que là on a encore changé d'époque, je pense. Donc là on est au moment justement du studio vidéo interne à l'entreprise. Ça c'était la foire, c'est le salon de la foire où on était présent sur la foire d'Annecy. Bon, aujourd'hui on est présent sur l'ensemble des gros, c'est pas des foires, après c'est des présentations salons, plutôt industrielles, les salons industriels sur l'international. Donc ça c'est plutôt à destination interne et puis aussi une manière de se former. Ce type de document-là, oui. Une manière de former et de faire une cohésion de groupe au sein de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on ne manque pas cet été à la Cinémathèque? Alors on vient à partir de la semaine prochaine puisque le 26 va démarrer l'inauguration de notre expo. À partir de mercredi après-midi, vous pouvez venir visiter notre expo sur le voyage. Et il y a des visites commentées les premiers mardis du mois. Et vous pouvez vous inscrire sur une visite commentée à partir d'un groupe de 5 personnes. Vous nous appelez et on vous accueille. Bon. Eh ben, c'est tout bon, c'est tout noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Je vous en prie, je vous laisse rejoindre la régie. On va partir faire un petit coucou du côté de Lavaux où se tient jusqu'à dimanche Lavaux Classique. Il fait également grand beau au bord du Léman. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Christophe Devry, vous êtes le directeur artistique du festival et vous vous apprêtez à une soirée exceptionnelle ce soir pour les 15 ans de Lavaux Classique. Absolument, oui. Et j'en suis très ému parce que 15 ans, c'est beaucoup. C'est 15 ans de doute, de joie, de moments incroyables. Et on vient fêter ça au bord du lac avec un temps merveilleux. Et autour des 4 saisons de Vivaldi, des 4 saisons de Piazzolla, il y aura un grand banquet. Vous voyez peut-être derrière moi une immense table où on sera plus de 300 à manger. Et le coup d'envoi, là, est dans quelques minutes, hein, parce que je crois que ça commence à 19h. Exactement. D'abord, il y a un concert de tango argentin qui fait écho aux 4 saisons, non pas de Vivaldi, mais de Piazzolla, qu'on donnera ensuite. Donc, tango argentin d'abord, ensuite ce grand buffet, et puis ensuite, à 21h30, le grand concert. Donc, ce sera avec David Grimal, le grand violoniste français, et l'ensemble Les Dissonances. Et puis, derrière la scène, on verra des projections d'images qui illustreront les différentes saisons de ces 8 saisons, Piazzolla et Vivaldi. Un autre rendez-vous à ne pas manquer d'ici dimanche? Des tas. J'en doute pas. Le grand pianiste, pour continuer sur les Français, le grand pianiste Alexandre Tarot, qui donnera un récital dans notre petit temple de QI, ce sera vendredi à 19h. Et puis, nos concerts en petit train qui continuent, nos rencontres vignerons et musiciens, une carte blanche donnée à un vigneron et un musicien du festival. Et puis, le festival va jusqu'au 24, jusqu'à dimanche, où on aura un magnifique concert de clôture avec les sonates les suites pour violoncelle seul de Bach. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour les 15 prochaines années? Oh, quelle bonne question. De continuer à rester créatif, vigilant et avec la bride serrée pour qu'on continue à être tenu. Eh ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup et puis très belle soirée. Merci. Au revoir. On passe à notre chronique, on en parle. Alors, la Backpack Family est arrivée sur ce canapé. Claire, Benjamin, Mébel et Nel, bonsoir à tous les 4. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau. Alors, vous venez de nous parler d'un projet un petit peu fou, un projet familial, un tour du monde en famille. Comment vous avez eu cette idée? Qui a eu l'idée? Depuis tout petit. Oui, je crois qu'on avait l'idée tous les deux déjà depuis pas mal d'années. On est des passionnés de voyage. On a beaucoup voyagé déjà ensemble en couple. Et en sac à dos. Et en sac à dos toujours. Et puis, donc le goût du voyage depuis toujours. Et puis, vous avez décidé de le faire en famille. Ouais. Puisque maintenant vous êtes 4. C'était important justement que ce soit vraiment un projet à 4. C'est elles qui nous ont aussi donné l'idée inspirée en fait pour avancer dans tout ça. On en avait très envie, mais on s'est dit voilà, on fait notre famille. Puis ensuite, elles nous ont vraiment
par le quotidien, par leurs idées, inspirés à aller voir le monde avec elles, pour elles et pour les autres, quoi. Alors, vous partez dans à peu près 70 jours, le 1er septembre. On voit là l'itinéraire. Comment vous l'avez construit, ce voyage? Par les endroits les pires de la planète. Oui, je vois ça, parce qu'il y a des choses pénibles. Hein, Oui, Tahiti, c'est ça, ouais. Australie, ça va être l'enfer. C'est que des rêves. C'est ça, ce sont que des rêves C'est qu'on que a. des rêves, ouais. Ouais, On a choisi les exactement. destinations comme ça. On a envie de tout voir, hein, clairement. Mais là, on s'est dit, allez, on commence par celui-là. Et on voulait du chaud tout le long. Donc, c'était les seules contraintes. Et puis, pas de vaccin et pas de... Ouais, voilà, rien de médical compliqué par rapport à elle. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce voyage à 4? Parce qu'il y a beaucoup d'intentions aussi que vous voulez donner à ce voyage-là. Quand on va sur votre site internet, il y a des vraies valeurs derrière cette année que vous vous apprêtez à vivre ensemble. Ouais. Effectivement, on a envie de véhiculer ces valeurs, de les inculquer à nos filles aussi, et leur montrer que il n'y a pas que ici, dans le monde, il y a plein de choses à voir, et donc ça, c'était important pour nous. Je te laisse prendre la suite. Oui, c'est la parce que de bienveillance. quelle valeur on parle? La bienveillance, le respect, le positif, et on veut aller mettre en évidence par les photos de Benjamin qui est photographe, par mes textes, parce qu'aussi j'écris des livres pour enfants, mais aussi des articles pour les adultes. On veut aller mettre en évidence tous ceux qui font du bien à la planète, à l'humain et aussi aux enfants, pour que ces petites graines-là de la planète entière poussent avec confiance, avec respect, bienveillance, coopération. Et du coup, on va aussi aller, ça s'est beaucoup tourné vers les océans dernièrement. Donc on est aussi ambassadeur, vadrouilleur, on va dire, d'une association française qui est un peu partout dans le monde, qui s'appelle Project Rescue Ocean. Donc on va aller vraiment s'occuper de ceux qui vivent sous l'eau, dans l'eau, sur Terre, et partager tout ça pour voir ceux qui font du bien à notre planète, parce que c'est un petit peu... Ceux qui s'en préoccupent, ouais. Ouais, voilà, important pour tous et pour nous. Et de montrer des personnes qui s'engagent concrètement, c'est-à-dire que des actions concrètes à partager. Parce que la notion de partage elle est très importante dans ce que vous allez vivre, c'est-à-dire que pendant un an, vous n'allez pas vivre dans votre bulle. Il y a les rencontres que vous allez faire et puis ce que vous allez partager à votre communauté. Oui, tout à fait. Ouais. On avait vraiment envie de le partager, de montrer des choses positives. C'était vraiment ça. On a des interviews du coup. Oui. Et puis on va aller aussi vers les natifs, vers les peuples autochtones. Parce que moi, je suis très reliée à eux, et donc c'est quelque chose qu'on a envie de faire, et aussi vers les innovants. Donc il y a vraiment de tout, mais on va beaucoup aller dans les interviews, les articles, les photoreportages, aller essayer de dormir le plus possible chez les gens, d'aider, de s'entraider, de troquer, de fonctionner au jour le jour. Vous voulez dire un mot, les filles, sur ce voyage que vous apprêtez à faire? T'as quelque chose à dire? Tu veux? Ça va être bien? Qu'est-ce que tu attends, toi, de cette année-là? Je sais pas. Tu viendras à ton retour C'est nous ça. dire Comment c'était? Exactement. Comment vous l'avez préparé très concrètement? Est-ce que vous savez précisément où vous allez aller, les gens que vous allez rencontrer? Est-ce que vous êtes appuyé sur des voyages qui avaient déjà été réalisés peut-être par des familles? Ou alors c'est vraiment à l'aventure? À l'intuition. À l'aventure. Ouais, c'est vrai qu'on fonctionne vraiment à l'intuition. Ouais. Donc, il y a peu de préparation, à part les pays. Ouais. Les billets d'avion. Ouais. Voilà. Après, le circuit, dans le pays, on sait à peu près, mais on va vraiment se laisser guider par les moments, les rencontres, et tout ça est vraiment à l'instinct. Ouais. On va Et le voyage a vraiment se déjà laisser, commencé alors qu'on n'est pas parti. Donc, C'est-à-dire on a eu la visite d'un guérisseur maori de Nouvelle-Zélande pendant une semaine chez nous, qui a fait des soins sur Annecy, plein de choses, conférences et tout. Donc déjà, avec lui, il y a quelque chose d'important. Pareil, pour l'eau, c'est quelque chose de très, très essentiel pour eux. Ils ont un autre regard sur l'eau et la nature. Donc, il nous a enseigné pas mal de choses. Il y a un article qui va arriver. On a aussi rencontré Stéphane Toureau, qui est vice-champion du monde d'apnée. On a déjà reçu sur ce plateau, ouais. Voilà, et il a un rapport avec l'eau, forcément, qui est passionnant. Et du coup, pareil, on a fait une interview. La vie est assez magique, donc les choses se font un petit peu par elles-mêmes quand on y croit fort. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire d'ici le 1er septembre? Déménager. Ouais. On a tout vendu. Vous avez tout vendu? Ouais, on a rendu, moi j'ai rendu mon cabinet de thérapeute, on a... Santé. Oh, il nous reste... on a acheté sac à dos tout à l'heure. Voilà. Ça date d'aujourd'hui. Donc ça se prépare doucement, il vous reste... petit à petit, il nous reste les 2 mois d'été, bon, pas mal de boulot encore. Mais... Pour le blog et pour le site, on a pas mal de taf. Est-ce qu'il y a une date de retour de prévu?
Il y a une date. Maintenant, est-ce qu'on va la respecter? On ne sait pas. Mais oui, le retour se fait l'été prochain. L'idée, c'était vraiment de partir sur une année scolaire. On se base beaucoup sur elle, forcément. Donc, on s'est dit qu'on partait pour une année scolaire. On verra. On verra. Bon, bah, vous viendrez sur le plateau nous parler de ce beau voyage. Avec alors. grand plaisir. Ouais. Et puis on met tous le contact du site, hein, c'est Backpack Family, je ne sais plus le. La backpack-family.com. Ouais, et il y a tout, il y a même des comme histoires ça. pour les enfants, en live, enfin voilà, par les écrits illustrés et tout. Donc il y a plein de petites choses. Eh ben, plein de choses à aller lire. Merci beaucoup Merci et puis beaucoup. une très Merci à très vous. belle année à vous alors. Bah, merci. Merci. Et ben, Je vous laisse rejoindre la régie. Je vais accueillir la Dream Team de la rédaction maintenant, la rédaction Family, avec Olivia Boisson et Emmanuel Jaude. La team Roquette. Donc qui me rejoignent pour les titres du JT et pour la série de la semaine. On commence avec un petit rappel des titres, Olivia, et un premier bilan pour la commune nouvelle d'Annecy. Un an après la fusion des 6 communes, c'était la 4e réunion publique entre les élus et les habitants pour savoir un peu comment ça se passait, les sujets du quotidien. Donc c'est Kimberly Trivio qui nous en dira plus. Et puis l'Espace Malraux qui a présenté sa saison. Tout à fait, hier soir aussi, et là pour le coup c'était Mariette Guinet qui était sur place. 80 joli monsieur représentations. Pardon. Avec un joli monsieur chevelu. 80 représentations. Et puis, donc, du coup, plus de détails sur tout le programme qui nous attend. Et puis Manu, on verra évidemment le 2e épisode de ta série de la semaine. Tu t'es intéressé à l'apiculture. Exactement. Pourquoi ? Pourquoi? Parce que c'est l'été, hein, et parce que qui dit été dit belles fleurs, j'en ai 2 sur le plateau. Oh Et puis non, voilà, on a beaucoup parlé des abeilles ces derniers mois, ces dernières années, avec notamment des vagues de mortalité importantes, beaucoup de prédateurs qui sont présents aujourd'hui en France. Alors ça, ce sera mon 3e volet, on y reviendra. Mais voilà, je voulais faire le point aujourd'hui, parce qu'on a quand même la première région apicole de France, plus de 11 000 apiculteurs en Auvergne-Rhône-Alpes. Et que ce soit des professionnels, que ce soit des amateurs, tous sont passionnés et je trouvais que c'était de très très beaux portraits. Tu as rencontré des gens passionnés, inquiets, les deux ? Un petit peu des deux. Aujourd'hui, vraiment, apiculteur, c'est un choix de vie. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit vivre en fonction de leurs abeilles, que les enfants d'apiculteurs vivaient en fonction des abeilles des parents. Vraiment, c'est un métier de passion et tous sont vraiment à fond dedans, qui vivent de ça, comme c'était le cas donc, dans le premier épisode où j'ai rencontré un apiculteur professionnel qui avait plus de 300 ruches. Ce soir, c'est des étudiants qui ne vivent pas de ça et qui n'ont pas une centaine de ruches, à peu près 90, mais c'est encore considéré comme amateur. Et demain, on fera le point justement sur tous les différents dangers, toutes les différentes menaces qui pèsent sur les apiculteurs. On parle du varroa, on parle du frelon asiatique qui est arrivé l'année dernière, notamment dans notre département et qui a atteint presque tous les départements de France et qui est vraiment une saleté, cette bestiole. On regarde un petit extrait ? Un petit extrait de ce soir. Une communication, mais aussi une sensibilisation nécessaire pour permettre à l'abeille de subsister et à l'apiculteur de continuer à exercer sa passion. Donc là, on va regarder comment l'essaim s'est développé. Et là, on se rend compte qu'il s'est très bien développé, puisqu'il a même pris l'initiative en fait, de construire un cadre tout seul comme un grand, en fait, à côté des cadres officiels. Il faut donc clairement lui ajouter 2 cadres, en fait, pour qu'elle puisse continuer à évoluer. En effet, chaque cadre équipé d'une couche de cire coûte environ une 50aine d'euros. Avec 10 cadres par ruche, sur près d'une centaine de ruches, les frais sont nombreux, mais pas assez pour arrêter ces amoureux du miel de s'occuper de leurs animaux, de compagnie pas comme les autres. Bon, Olivia trouve ça cher. C'est un métier qui peut coûter cher. Il y a les équipements, etc. C'est beaucoup plus qu'on ne le croit. C'est vrai qu'aujourd'hui, le miel, c'est tout un business. Mais entretenir des abeilles, sachant qu'on pense aux cadres, on pense aux ruches, mais bien sûr, l'hiver, quand elles sont au repos, il faut du sirop de sucre pour pouvoir les alimenter. C'est des frais vraiment auxquels on n'a pas idée. Et c'est pour ça, justement, que les étudiants que j'ai rencontrés aujourd'hui pour l'épisode de ce soir ont choisi de faire des initiatives un peu pas comme les autres, avec du parrainage de ruches, offrir aux entreprises ou aux particuliers des méthodes pour justement essayer d'avoir un peu de plus-value sur production. Alors, 2 petites questions très rapidement. À quoi on reconnaît du bon miel ?
Alors, j'ai pas la réponse parce qu'il y en a 2 partout, hein, que ce soit du miel, d'acacia, de montagne, de sapin, de tout. De lavande. De lavande. Toi, c'est ça qui te plaît. Hein. Oui. Oui. Les parents, les grands-parents, non Et deuxième question très rapide, toi aussi, tu es un petit peu apiculteur à tes heures, je crois. Alors, Tu t'y intéresses? Je m'y intéresse, À tout à titre fait. J'ai personnel. beaucoup de connaissances qui sont apiculteurs. Alors, personnellement, je me lance pas là-dedans parce que... Tu vas pas encore nous installer une ruche sur le toit? Pas encore, pas D'accord. encore, mais ne me tente pas. Non, j'ai beaucoup d'affection pour cette petite bête et surtout pour ces gens passionnés qui font vraiment, font de leur vie vraiment leur passion. Et ça, pour moi, c'est ce qui me fait sourire. Et c'est pour ça que j'ai choisi ces reportages. Un dernier mot, puisque tous les deux, vous partez demain à l'aventure. Oui. Vous allez à Genève, puisqu'il y aura le pape. Donc, vous allez nous réserver plein de belles choses. Tout à fait. On espère. Enfin, tout à fait. Oui, on espère. C'est pas encore. En tout cas, c'est une visite au pas de course. On sera sur place à partir de 9h du matin. Le Saint-Père, lui, arrive pareil, à peu près au même moment. On essayera de vous faire vivre la grande messe à Palexpo, en tout cas, avec, on attend plus de 70 000 personnes à Palexpo Genève. Ce sera un grand moment et pour nous, même si on ne prévoit pas encore de faire une interview du pape François... Qui sait Qui sait on ne se met pas de barrière en tout cas, mais on essaiera de faire au mieux pour vous faire vivre cette grande journée. Je n'en doute pas une seule seconde. Merci, Merci. beaucoup à tous les deux. Merci à toute l'équipe en régie. On se retrouve demain pour une nouvelle émission Accès Direct et tout de suite c'est le JT avec Olivia Boisson. Passez une très belle soirée.